Je fais partie de cette entité, justement, et je travaille autant pour Microsoft que pour HP. Et Francis me rejoint aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Donc moi je suis avant-vente chez HP France et plus spécialisé dans tout ce qui est business intelligence en général chez HP France. Pas uniquement sur Microsoft I2A, mais business intelligence en général. Le principe de cette présentation, c'est que HP et Microsoft croyaient formellement à cette logique de partir sur des appliances et sur des architectures de référence. On va expliquer la différence entre les deux. Ils y ont tellement cru qu'ils ont mis 250 millions de dollars pour financer cette entité. D'accord ? Il y a des avantages qui sont liés à ça, et on va présenter justement l'offre de systèmes qui sont liés à ça. Par contre, je précise la différence entre une appliance et une architecture de référence, parce qu'à chaque fois, I2A propose les deux. Je vais prendre une métaphore. Imaginons que je veux un meuble de chaussures. Donc soit je peux le monter moi-même en prenant les différentes planches, en essayant de faire mes propres mesures, et je vais me le faire chez moi à la maison. Soit je vais chez Ikea, où je sais la place qu'il me faut, et je sais le nombre de chaussures qui peut aller dedans juste en regardant le catalogue. Donc je vais acheter chez Ikea mon meuble à chaussures. Maintenant la problématique, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà monté, mais il y a souvent une pièce où on se demande comment c'est, où on a inversé une partie. Donc il y a des problèmes dans le montage. Et cette problématique, elle n'existe plus du moment que si on pouvait acheter chez Ikea et si on le faisait livrer directement monté, ça n'existe pas. Donc la corrélation avec l'informatique, c'est que par rapport à nos besoins, et aujourd'hui on parle donc d'appliance de data management, sur OLTP, Data Warehouse, BI ou encore de consolidation de database, le principe c'est de venir apporter directement une solution clé en main. Le travail qu'on fait dans un projet, c'est justement faire une phase de sizing, une phase d'architecture. Ce sont des travaux à risque et coûteux en termes de temps, et coûteux vis-à-vis d'une DSI. Les risques, c'est justement soit de sous-sizer, dans ce cas-là, il n'y a pas d'adéquation entre le besoin et la solution, soit de sur-sizer. Là, dans ce cas, on va payer trop cher pour quelque chose qui n'est pas utile. Le principe, c'est que les meilleurs d'HP et les meilleurs de Microsoft sont réunis. Pour les trois piliers sur la virtualisation et la messagerie, on n'en parle pas. Mais sur le data management, sur les piliers que je viens de dire, donc le data warehouse, la BI ou l'OLTP, ils ont cherché dans tout ce qui existait les meilleures recettes, la meilleure recette de cuisine entre les différents éléments. Voilà le principe même de ce programme, de ce consortium entre HP et Microsoft. On n'a toujours pas la vidéo. Parce que le reste, ça risque de se faire beaucoup plus dur si on fait que à la voix. Ce qui dit solution BI, ok, c'est des appliances, donc c'est censé être simple, mais la BI, c'est pas non plus donner à tout le monde et expliquer ça à la voix. Même pour un Francis. Mais il venait de se relancer ou pas là? Bah non, je sais pas, tout fonctionnait bien tout à l'heure, ça a disparu. Est-ce que chez vous on en profite pour faire un peu d'interaction dessus? Faut que j'aille quelque part là dans... Est-ce qu'il y en a chez Voilà, dans ça va fonctionner. vous utilisez Non. déjà des solutions d'appliance, Bon, bah, c'est bon. quel que soit Ça a l'air d'être bon. l'éditeur? Oui, ça y est. Non, personne? Alors, quels sont pour vous les avantages d'une appliance? Le temps que... Bon, bah, c'est bon. Bon, bah, fini. Francis va nous expliquer les avantages des appliances. Vas-y. Rapidement, sur I2A, je commençais à en parler. Il y a 250 millions de dollars qui ont été mis en place. Il y a 3 budgets de dépenses. Le premier, c'était faire ces tests afin de définir les meilleures recettes possibles. C'est aussi de faire de la recherche et développement commune. C'est-à-dire qu'on est parti sur un existant et on a fait justement les meilleurs stacks infrastructures et applicatives. Mais on est aussi parti sur l'avenir, puisque c'est des choses sur du long terme, avec une convergence entre HP et Microsoft. Tout le monde entend parler de convergence infrastructure côté HP, ou la convergence des stacks applicatifs Microsoft. Le plus dur a été de fusionner les deux, et aujourd'hui c'est le cas. Et je prends pour exemple la console de management HP. T'as vu l'image est partie et il s'est éteint. Donc, si je prends la console de management HP avec System Center et la console de management Microsoft, aujourd'hui on les a fusionnés pour Insight for System Center. Donc ça fait partie du deuxième budget de dépenses. Le troisième budget,
Et justement, ça fait écho à chaque fois qu'on est été voir nos clients pendant nos différents projets. C'est que quand je parle et quand je m'engage auprès des clients, je m'engage pour les deux sociétés. On s'engage sur une garantie. Si je vous dis qu'un fast track fait 12 gigas de scan rate en termes de performance, on s'y engage. Si jamais vous, lorsque vous le recevez, vous voyez que c'est inférieur, ce sera sur les frais des 250 millions de dollars. Je vais me détendre, il faut attendre 100 minutes. D'accord. Il faut attendre 100 minutes. Je le rebranche en PC2. Francis, Ouais. est-ce que tu veux introduire ta partie avant de rentrer dans le détail? Est-ce que tu vas présenter? Ok. Histoire de gagner un peu de temps. Désolé pour le... Bonjour. Bonjour. Allez-y. Prenez le micro. Il faut vraiment qu'on vous entende. Sinon, ça fera un écho. Non, c'est un peu tu m'envoies. Bon, désolé pour le problème technique, là, ça va se résoudre, je pense. Donc le but de I2A dans la BI, c'est de vous présenter un ensemble cohérent, un portefeuille de produits cohérents, d'accord, donc de produits matériels qui est complètement cohérent, donc qui peut aller du plus petit jusqu'au plus grand avec une scalabilité. L'avantage, c'est que l'ensemble des pièces de chacun de ces composants sont toujours les mêmes, donc au niveau du stockage, des cartes contrôleurs, etc. D'une machine à l'autre, les machines grossissent, mais en fait, les composants de base restent les mêmes. La mémoire grossit, etc. Mais les composants de base restent les mêmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a une cohérence complète dans cette infrastructure. D'autre part aussi, au niveau de la supervision, de l'administration et des consoles, il y a deux choses importantes. La première, c'est que les produits utilisés pour superviser et administrer sont les mêmes de la plus petite machine à la plus grosse machine. Et d'autre part aussi, il y a une convergence des applications d'administration HP et Microsoft. Donc HP, lui, nous, on va gérer tout ce qui est la partie matérielle sous-jacente. Microsoft va gérer toute la partie SQL par-dessus. Et lorsque vous définissez une table ou quelque chose, s'il n'y a pas assez d'espace disque, en fait, l'événement matériel sera remonté directement jusqu'à Microsoft. C'est un exemple assez simpliste, mais c'est pour vous donner l'imbrication entre les deux. Donc, l'idée importante, c'est de dire, effectivement, il y a deux logiciels d'administration, mais les deux logiciels ont totalement fusionné l'un avec l'autre. Okay. Alors évidemment, quand on est en haut, on a la vision matérielle. Quand on est sur la vision HP, on n'a pas la vision SQL, bien évidemment, puisqu'on reste sur le niveau matériel. Donc, c'est ça qui permet donc de faire une certaine convergence dans cette gamme de produits. Vas-y. Bon. D'autre part, la gamme de matériel offert, donc ce sont des appliances. Donc, à partir du moment où il y a un besoin qui est détecté dans votre entreprise ou dans une entreprise quelconque, ce qu'on va essayer de faire, c'est de caractériser le workload, d'accord ? C'est-à-dire quel est le volume de données que vous avez, quelles sont la quantité de queries que vous devez exécuter, quels sont les profils de queries, des simples, des compliqués, des très compliqués, quelle est la fréquence d'utilisation de ces queries, quel est le nombre d'utilisateurs connectés actifs et connectés inactifs. Des fois, on a 50 connexions sur une machine, mais on n'a qu'une dizaine de queries simultanées. Donc, avec l'ensemble de ces caractéristiques, on va essayer de caractériser le workload et de définir la meilleure machine qui correspond le plus proche à ses besoins. Le dernier aspect donc, de ces appliances, c'est comme le mot l'indique, il y a une partie matérielle que HP construit dans ses usines et il y a une partie logicielle, Microsoft, qui est aussi intégrée dans nos usines. Donc je viens vraiment d'employer le mot intégration. Il y a vraiment une intégration complète, matérielle et logicielle, qui est directement faite dans les usines HP. Donc ça vous arrive chez vous, donc préconfiguré, pré-testé. Donc vous avez un petit formulaire à remplir pour vous donner les adresses IP que vous voulez utiliser, pour utiliser les logons que vous souhaitez utiliser, etc. Donc quand ça vous arrive chez vous, tout est préconfiguré, préinstallé, prêt à l'emploi. Les lunes sont définies, etc. etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire dans votre entreprise, ce qui a de la valeur, ce sont vos données, c'est votre modèle de données et les données que vous mettez dedans, ça a de la valeur pour votre entreprise. Faire de l'intégration, ce n'est pas une valeur ajoutée pour votre entreprise. Pour d'autres entreprises d'intégration, oui, mais pour vous, votre entreprise, la valeur, elle est contenue dans les données. D'accord ?
où est mon profit, où est ma marge, combien de clients j'ai, combien de clients je risque de perdre parce qu'ils vont faire du roaming ou des choses comme ça. C'est dommage. C'est bon? C'est bon? Alors, il faut encore attendre quelques minutes a priori. Bah, ça tombe bien. Moi, il y a une chose que je vais vous présenter, on n'a pas vraiment besoin de la slide pour ça, c'est les avantages. C'est la valeur ajoutée commune à tous les deux, quel que soit le système, quel que soit le domaine, donc virtualisation, messagerie ou data management. Dans tous les cas, vous retrouvez ces avantages. La première chose, c'est une certification. Bon, pour l'instant, ça marche. On va essayer de faire ça. Le premier élément, c'est une solution clé en main. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une garantie de performance. Cette garantie, c'est via une certification. La certification I2A, c'est de vous dire, on ne parle pas de temps de requêtage, on ne parle pas de SLA. Pourquoi? Parce que si on intervient en SLA, c'est qu'on aura pris la brique intégration fonctionnelle derrière. On sait le faire, mais ce n'est pas lié à I2A. C'est-à-dire que c'est optionnel. Ce qui est lié automatiquement à I2A, c'est des performances techniques. On parle d'IO, on parle de bande passante. On va pouvoir vous les montrer tout à l'heure. Donc cette certification vous permet, lorsque vous recevez le matériel, si jamais sa performance n'est pas bonne, n'est pas identique à celle qu'on vous a demandé, ce sera nous-mêmes qui allons intervenir à nos frais, en changeant la machine, en améliorant la machine ou en apportant la partie consulting, pour justement faire en sorte que les performances soient atteintes. Ensuite, il y a les désavantages liés aux appliances. Bien souvent, c'était surtout vrai il y a 10 ans, il y avait cette fameuse boîte noire qui était posée quelque part, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, et personne ne pouvait faire de mise à jour. L'idée, c'est que tous les systèmes I2A sont basés sur du standard HP du non propriétaire. Alors, il y a deux choses qui en découlent. Le premier, c'est que vous avez totalement la main dessus. C'est le Proliant, c'est le serveur le plus vendu au monde. Et il y a bien sûr la brique stockage et la brique réseau, mais vous gardez totalement la main dessus, comme si vous l'aviez monté vous-même. Et la deuxième chose, et justement, ça renvoie à deux choses. La partie gestion de risque de projet, c'est plus pour les chefs de projet et puis pour les architectes. La partie optimisation du ROI, ça va plus concerner un DAF ou un DSI. Je vais présenter les deux. Je commence par l'optimisation du ROI. Au niveau de la réduction du temps de sizing et d'architecture, alors non seulement ça prend du temps, mais en plus c'est coûteux. C'est-à-dire que ça use de votre temps pour faire ces actions-là. Ce sont des actions et des réflexions qui ont déjà été menées par les experts HP et Microsoft qui se sont retrouvés pendant 1 an pour faire des benchmarks et définir les meilleures solutions. Et justement, on en est tellement sûr qu'on les certifie derrière. Donc ces parties-là ne sont plus nécessaires. La deuxième chose, c'est que lorsque les systèmes arrivent, ils arrivent déjà assemblés et tout le soft est déjà installé. Et le soft est aussi pré-paramétré. C'est-à-dire qu'on explique au système ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire du requêtage data warehouse? Est-ce qu'il va faire de la virtualisation? Quel que soit le fonctionnement, on va expliquer on va le pré-paramétrer et l'optimiser par rapport à son besoin. L'autre chose, mais bon, j'en parle très rapidement, c'est le positionnement prix. Que ce soit sur du matériel, comme je vous l'ai dit, ce sont des briques que vous retrouvez aujourd'hui en concurrence sur le marché contre les autres constructeurs du Dell, de l'IBM. Donc forcément, le prix se veut agressif. Alors, ça c'est sur la partie prix. Maintenant, la partie gestion de risque projet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce chiffre, mais en France, 2/3 des projets informatiques sont loupés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par loupé? Soit ils dépassent dans le temps, soit ils dépassent dans le coût, soit l'adéquation entre le résultat technique et le besoin n'est pas bonne. Il se trouve que l'idée de simplifier l'informatique, même sur des sujets complexes comme le data warehouse ou le décisionnel, c'est qu'au niveau du temps, vous êtes gagnant sur les phases de sizing, sur les phases d'architecture et sur les phases de déploiement. La machine arrive déjà opérationnelle. Et en termes de coût, lorsque vous commandez une solution I2A, c'est pour un certain nombre de performances, vous êtes certain de les atteindre. C'est-à-dire que si le besoin est bien défini, vous êtes certain que la solution va y répondre. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement que fait HP et Microsoft. La troisième chose, c'est justement l'adéquation entre le besoin et le résultat. Comme je viens de vous le dire, quoi qu'il arrive, c'est tout le programme qui s'engage là-dessus. C'est même la définition même du programme. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas gérer une solution entièrement si on ne gère pas la partie support. Et à chaque fois, c'est du support tête unique. C'est-à-dire que sur la partie Data Warehouse, c'est HP qui est prime et qui va s'occuper des problématiques de support, que ce soit hardware ou software. Voilà sur les avantages
d'I2A qu'on retrouve sur tout le programme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou des remarques? Très bien. Dans ce cas, je vais laisser la parole à Francis pour rentrer vraiment dans le cœur de la problématique, donc plus technique. Ok. Donc, on va y aller. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, donc les points forts, c'est déjà la maximisation des points forts de chaque côté, HP et Microsoft, qui sont fusionnés donc à l'intérieur d'une même machine, fédérés à l'intérieur d'une même machine, dont je vais vous présenter les différentes déclinaisons. Donc, il y a un ensemble de management HP et Microsoft qui sont à l'intérieur de la machine et qui sont totalement en adéquation l'une avec l'autre et qui travaillent totalement en collaboration l'une avec l'autre. Donc lorsqu'il se passe quelque chose au niveau Microsoft SQL, console, et si ça a une incidence hardware, l'incidence hardware est remontée jusqu'à la console Microsoft. Ça, c'est quelque chose d'important. L'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la gamme que je vais vous présenter est basée sur les mêmes blocs de base. Donc, en fait, ce sont des Proliant HP. Ensuite, au niveau des contrôleurs disques, ensuite, au niveau des disques eux-mêmes, etc. Tout est basé sur les mêmes modules. Simplement, c'est le nombre de modules qui va varier en fonction de la grosseur de la machine. Mais ça reste des modules de base. Et ça reste aussi quelque chose qui est important, c'est que l'ensemble de ces modules de base sont au catalogue HP. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé aujourd'hui de hardware spécifique pour pouvoir répondre à un besoin dans la BI. On a simplement arrangé les éléments matériels de telle façon qu'on obtienne le maximum de performance. C'est modulaire. On peut passer très bien d'une machine à une autre pour pouvoir faire du scaling sans problème. Et puis, on essaye de maximiser les performances. Et ce que Jean-Philippe vient de vous le dire, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à faire des benchmarks en interne sur différentes caractéristiques de workload afin de répondre au mieux et plus précisément possible aux différents types de workload qui peuvent se présenter dans le monde du business intelligence. Donc, les 4 piliers de cette offre, c'est le packaging. Donc, en fait, comme c'est une appliance, comme il vous disait avec l'image qu'il prenait tout à l'heure chez Ikea avec le meuble à chaussures. Donc ici, il y a un numéro qui vous permet de commander l'ensemble du bundle. Donc une fois qu'on a fait le sizing et qu'on a caractérisé le workload chez vous, on a défini que c'était telle appliance qui correspondait et il n'y a pas besoin d'avoir des options ni rien du tout. Le numéro de l'appliance, l'identifiant de l'appliance, détermine ensuite tout le software, le hardware, etc. qui va avec. Voilà. La seule chose qui sera ici dans ce packaging légèrement modifiable, en général, c'est si vous voulez un peu plus de mémoire, on pourra toujours en rajouter. Voilà. Mais sinon, pour le reste, tout est prédéfini, tout est pré-packagé, et donc ça correspond exactement aux besoins qui ont été définis. Donc ici, ensuite, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, donc c'est préconfiguré et pré-testé en usine. Donc quand ça arrive chez vous, c'est prêt à booter, prêt à démarrer. La seule chose qu'on vous demande au moment du démarrage, c'est d'entrer le numéro de licence Microsoft sur les logiciels Microsoft qui sont embarqués à bord. Puisque nous ne vendons pas, nous HP, nous ne vendons pas les licences Microsoft. Mais par contre, tous les logiciels Microsoft qui doivent être embarqués à bord sont embarqués, configurés et installés. Voilà, et testé, et pré-testé. Un mot là-dessus, justement, au niveau de la partie licensing. Elle est directement intégrée, comme je vous l'ai dit, elle est pré-paramétrée. Mais en fonction du mode de licensing des clients, on ne pouvait pas se permettre de mettre un prix dessus. Chez certains clients, un accord entreprise fait que ça sera quasiment gratuit. Chez d'autres, ça sera totalement payant. Donc il y a tellement de disparités entre les différents modes de licensing qu'on ne pouvait pas se permettre de l'inclure dans le prix. Donc, au niveau des runtime, donc on vous fournit tout l'ensemble des scripts pour pouvoir redémarrer la machine et pouvoir mettre la machine en marche telle que ça doit être, donc avec tous les manuels qui vont avec. Et au niveau du management, donc je viens d'en parler, je ne vais pas réinsister dessus, mais simplement je rappelle le fait que la console d'administration Microsoft SQL est totalement intégrée à la console d'administration HP. Donc les deux fonctionnent en étroite collaboration et les événements matériels sont remontés jusqu'au plus haut niveau. Donc vous n'avez pas besoin de changer d'écran, de changer d'environnement d'administration pour aller savoir mais pourquoi le disque ne répond pas ou pourquoi j'ai des mauvais temps de réponse. Tout ça, c'est centralisé à un seul et unique endroit pour avoir une vision consolidée de ce qui se passe dans la machine.
Donc voilà, simplement, c'est le même slide que ce que je viens d'expliquer à l'instant, mais avec un détail par-dessous. C'est-à-dire qu'ici, en vert, donc, il y a l'infrastructure matérielle. Ensuite, HP met l'infrastructure logicielle qui va dessus. Donc le networking, le stockage, les connexions, le backup si vous avez besoin de faire des backups. Ça sera une option supplémentaire. Et l'archivage si vous avez besoin. Donc ici aussi quelque chose qui n'est pas montré, donc c'est HP Insight Manager, donc qui est ici. Donc ici il y a la console d'administration HP. Donc au-dessus de ce matériel HP, vous trouvez donc la suite logicielle Microsoft et vous trouvez aussi la console d'administration Microsoft. Donc c'est ce que je viens de dire ici. Les quatre piliers sont là très proches les uns des autres puisqu'en fait il y a une vraie communication entre les deux. Donc ici il y a une petite coquille dans la slide, ici, c'est HP Insight Control for Microsoft System Center. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ici, on a une version de Insight Control que vous connaissez. Vous avez peut-être déjà des Proliant chez vous. C'est exactement la même version. Simplement, on a étendu des API pour pouvoir discuter et renvoyer des événements vers System Center. Voilà. Et donc ici, vous avez la déclinaison de ce que nous, on met sur les appliances que l'on vous livre. Alors, sur toutes les appliances, il n'y a pas toujours SharePoint, hein, ça dépend des appliances, on va voir ça dans le détail. Mais voilà les piliers logiciels qui sont montés sur la machine. Alors, ici, simplement pour résumer de nouveau, hein, donc les machines arrivent préconfigurées, c'est-à-dire ici, au niveau du matériel, c'est entièrement préconfiguré. Les scripts dont on a besoin pour démarrer les lunes, le network, etc., tout est déjà préconfiguré. Ici, on vous a installé toutes les consoles d'administration et ici, on vous a chargé tous les logiciels nécessaires à la configuration que vous avez achetée. Donc ici, il ne vous reste que les licences à acheter. Donc c'est pré-testé en usine, c'est pré-tuné. D'accord ? Donc le tuning, c'est ce qu'on a dit. On a passé à peu près une année avec différents workloads à mettre les meilleurs tunings qui pouvaient exister dans le monde de la business intelligence. Et ces machines sont dédiées à la BI. Elles ne sont pas dédiées à l'OLTP ou quoi que ce soit d'autre. D'accord ? Et elles sont pré-optimisées, d'accord, pour faire de la BI. Donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je vais vous présenter toute la partie data management. Donc, dans la partie data management, il y a 3 déclinaisons. Il y a l'Enterprise Data Warehouse, donc ça, je terminerai par ça. Le Business Data Warehouse, donc je vais commencer par là. Et l'Enterprise Database Consolidation, j'en dirai juste quelques mots puisqu'il y a une session qui est dédiée à ça plus tard. Et puis, j'insisterai sur, ici, la Business Decision Appliance, qui est donc la partie reporting. Donc ici, les 3 piliers pour les 3 piliers de la BI. Donc le premier pilier de la BI, c'est quand même de commencer dans l'entreprise par des systèmes OLTP. Donc quelque part, vous avez des clients, quelque part, vous avez des commandes, quelque part, vous avez des facturations, quelque part, vous avez des règlements, d'accord ? Et quelque part, ici, vous avez de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique qui vous permettent de calculer des marges, qui vous permettent de savoir quels clients vous faites des bonnes marges ou des marges moins bonnes, quels sont les niveaux de discount que vous pouvez faire. Toutes ces informations ici, on va en avoir besoin dans le data warehouse. Donc on commence déjà par identifier ici où se trouvent les données dans le monde OLTP pour pouvoir ensuite les exporter de la façon la plus convenable possible et la plus adéquate possible pour pouvoir faire dessus ensuite des requêtages. Donc c'est le 3e pilier. Donc ici, au milieu, il manque une information ici qui est donc SSIS, donc Integration Services, qui permet de transformer des données OLTP en des données acceptables pour faire de la business intelligence. Donc les couleurs que vous avez ici, vous les retrouvez en général en haut à droite de toutes les slides qui vont suivre, ce qui permet de se situer là où on est. Donc le premier dont je veux vous parler, c'est donc le Data Warehousing Store Information Solution, et je vais vous décliner donc les 3 offres qui sont ici. Donc une des raisons pour avoir mis en place ces appliances, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, dans de très nombreuses entreprises, il y a ce qu'on appelle des data marts départementaux. C'est-à-dire que la comptabilité veut savoir les niveaux de marge que l'on fait, d'accord ? La comptabilité ou la facturation veut savoir qui sont les mauvais payeurs, les bons payeurs, etc.
Ensuite, il y a la comptabilité analytique qui, elle, voudrait savoir les niveaux de marge produit par produit, etc. Donc en général, ce qu'on a, c'est qu'on a une foultitude de data marts qui sont répartis dans l'entreprise à différents endroits, au marketing, à la comptabilité, à la finance, etc. Ça, en général, ça ne pose pas de problème, ça fonctionne bien. Le problème qui se passe ici, c'est qu'en général, le niveau de rafraîchissement des données, même parce que tout le monde se partage à peu près les mêmes données dans l'entreprise de façon différente, chacun a une vue différente, hein. C'est comme si on avait un cube à 6 faces et on regarde chacun une face. Mais en fait, les données de base sont à peu près les mêmes. Entre la comptabilité et puis le marketing, il n'y a pas beaucoup d'écart. Simplement, c'est une autre façon de considérer les chiffres. D'un côté, c'est des choses légales. De l'autre côté, c'est où sont nos nouveaux marchés, où sont nos nouveaux clients. Mais globalement, on part des mêmes chiffres. Le problème, c'est que comme on ne rafraîchit pas les données à la même fréquence, eh bien, lorsqu'on fait une réunion, un meeting avec des managers, eh bien, les gens arrivent dans un meeting avec des fois 3 ou 4 fois des chiffres différents. Donc, lorsque le manager dit c'est quoi le chiffre d'affaires qu'on a fait au 20 janvier, eh bien, on arrive avec 3 chiffres différents. Alors, les chiffres ne sont pas faux. Il n'y a aucun chiffre de faux, mais il n'y a aucun chiffre de vrai non plus. Pourquoi ? Simplement parce que les gens, ayant chacun leur data mart départementaux à une certaine fréquence de rafraîchissement, ils ont fait un reporting à un instant donné et ils ont trouvé un certain cumul. Donc, le cumul, il est vrai. Simplement, c'est parce que les données ont été rafraîchies hier et puis l'autre d'à côté, ils ont été rafraîchis ce matin. Et donc, entre hier et ce matin, il y a eu quelques données nouvelles. Donc ça, aujourd'hui, c'était supportable il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, ça devient totalement insupportable, quoi. Donc aujourd'hui, on veut avoir une vision consolidée, une vision cohérente de ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est un besoin, c'est un très fort besoin au niveau du management, à tous les niveaux du management. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point ces appliances, pour pouvoir répondre à ce besoin de centralisation et d'éviter de dupliquer N fois les mêmes informations à différents endroits dans l'entreprise. Donc la première solution s'appelle HP donc Business Data Warehouse Appliance. Donc le but ici, c'est essentiellement de pouvoir consolider des data marts départementaux dans une seule et unique machine et d'avoir une vision consolidée. Donc ici, le but, c'est essentiellement donc de la consolidation et d'avoir une vue globale, centralisée, fédérée. Donc l'appliance se présente sous 2 formes. Donc ce qu'on appelle la Business Data Warehouse Appliance, elle se présente comme cela. Donc je vais aller dans le détail, vous aurez un détail technique dans les slides qui suivent. Donc elle varie entre disons 3 Tera et 6 Tera à peu près, vous voyez les chiffres ici. Et puis vous avez une déclinaison de ce BDWA en fast track. Et donc cette machine ici, la seule différence entre le BDWA et le fast track, c'est qu'ici il est expandable. Donc ici on peut avoir un module de disque supplémentaire qui permet de monter jusqu'à 14 TB. Donc ici, cette appliance ici, c'est vraiment ce qu'on appelle tout à l'heure, c'est ce qu'il disait, c'est vraiment une appliance. Donc ici, on ne peut rien bouger, rien changer. Si elle correspond à un besoin précis dans votre entreprise qu'on peut caractériser, ici, la seule chose que l'on peut faire à la rigueur, c'est légèrement ajouter de la mémoire dedans si on en veut un peu plus. Mais pour le reste, rien ne peut changer. Voilà. Donc je vais entrer dans le détail de ces appliances. Donc au niveau du BDWA, du Business Decision Appliance. Donc ici, c'est un DL370G6 avec une CPU Intel X5670. Donc à l'intérieur de cette machine, il y a 2 processeurs. Chaque processeur dispose de 6 cœurs cadencés à environ 3 GHz. Donc au total, on dispose de 12 cœurs pour pouvoir exécuter les requêtes SQL. Donc il y a 2 disques qui sont des disques système et ensuite on dispose de choix entre, et ça vous verrez, c'est une caractéristique dont je vous disais tout à l'heure, hein, les blocs de base sont immuablement les mêmes, donc vous les retrouverez tout au long des slides les mêmes, c'est-à-dire qu'ici vous allez retrouver des disques de 600 Go ou de 300 Go, d'accord, avec des disques SAS à 10 000 tours qui sont les mêmes tout au long des appliances. C'est exactement les mêmes building blocks, 600 Go ou 300 Go. Donc ici, vous avez le choix. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec des disques de 300 Go, puis ensuite faire un upgrade à 600 Go pour avoir plus de capacité. Donc ici, il y a 96 Go de RAM de base. On peut toujours augmenter légèrement cette
quantité mémoire. L'autre chose qui est importante, c'est comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est la caractérisation de ces machines qui se caractérise donc par en fait le MCR, d'accord, qui est en fait le throughput, d'accord, que chaque cœur, hein, c'est la quantité d'informations que chaque cœur peut traiter par seconde. Donc on va caractériser soit par cœur, soit on va caractériser ce workload, cette possibilité de workload sur la machine globalement. Donc ici, on est en gros à 1 gigaoctet seconde à travers toute la machine, ce qui est déjà tout à fait raisonnable et tout à fait acceptable. Donc voilà, donc cette machine correspond essentiellement à une machine de consolidation, une appliance de consolidation. Alors la machine juste après, hein, qui est expandable, c'est à peu près, c'est exactement la même. La différence que vous allez voir, donc c'est de 22, on passe à 47 disques. Donc vous avez vu, vous voyez, de 600 ou 300 gigas, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes blocs de base qui se retrouvent partout. On retrouve la même quantité de mémoire, on peut toujours l'agrandir. Et ici, évidemment, la différence par rapport à l'appliance précédente que je vous ai présentée, il y a un module de disque, d'accord, qui permet donc d'étendre la quantité, le volume de données que l'on peut stocker. Alors, ces appliances, le BDWA et le Fast Track entrée de gamme ici, disposent de disques en attachement direct. Hein, voilà. Ça ne sera pas le cas pour les autres qu'on va voir après. Après, ce sont des SAN, mais ici, ce sont des disques en attachement direct. Et ici, vous notez déjà le MCR. Donc, on était à 1 gigaoctet seconde pour la machine précédente. Là, on avoisine les 2 gigaoctets. Donc ici, c'est aussi une machine de consolidation plus grande, un peu plus importante. Ici, je peux justifier pourquoi on va plus vite, parce que ici, en fait, c'est vrai qu'on a plus de volume de données, mais ici, cette machine dispose de contrôleurs un peu plus puissants que la précédente. C'est tout. Voilà. En fait, les contrôleurs ont une bande passante supérieure et ont aussi de la mémoire flash un peu plus importante. Donc on passe de 512 gigas de 512 MB à 1 giga plutôt de mémoire flash, ce qui fait qu'en fait on a plus de cache. Et donc effectivement, ici, hein, ce qu'il faut voir, c'est que le MCR, il tient compte aussi des données qui ont pu être lues en anticipation. Vous savez que quand on fait une lecture disque, en général, on fait ce qu'on appelle du read-ahead. On lit par anticipation. Donc ici, évidemment, le débit global tient compte de cette anticipation. Donc ici, c'est on retrouve ici, c'est le layout. Excusez-moi, c'est comment dire, la description des disques tels qu'ils sont utilisés dans l'appliance. Donc ici, comment sont utilisés les disques, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit combien il y avait de disques. Hein, si on revient sur la slide précédente, hein, vous voyez, ici, il y en avait 22. Ici, il y en a 47. Donc, comment sont utilisés ces disques? Donc, ces disques sont utilisés, il y a 12 drives, alors peu importe la capacité, hein, 300 ou 600 gigas, c'est pas important. Il y a 12 drives qui sont utilisés donc, pour les données utilisateurs. Et donc, là, c'est du RAID 1. Je pense qu'il y a une erreur, c'est du RAID 10 ici. Je pense que le 0 est parti, ça j'en suis sûr. Il y a 4 drives pour les logs. Donc ici, vous savez que quand la base de données est mise à jour au niveau de Microsoft SQL, on déclenche donc une transaction et donc toutes les transactions de mise à jour sont loguées. Donc il y a des logs ici. Ici, il y a 3 drives qui sont en RAID 5 et qui sont pour le staging area. Donc le staging area, je pense que vous connaissez tous, simplement je le rappelle. Donc c'est le fait de l'ETL, SSIS plutôt, Integration Services. Une fois qu'il a transformé les données, il va déposer les données dans ce staging area avant de pouvoir stocker définitivement les données dans les tables cibles qui se trouvent dans les user data. Donc ici, on voit raw space. Donc ici, ça correspond au volume de données non compressées que l'on peut mettre sur ce type de machine. Ici, à l'intérieur de cette machine, évidemment, il y a deux zones importantes. Il y a le temp space et le staging area. Donc vous voyez les dimensions ici. Et ici, vous voyez les capacités maximum. Alors sur un disque, avec des disques de 300 Go, l'optimal, c'est 2,7 Tera, enfin en gros 3 Tera. Et on peut monter jusqu'à pratiquement 4 Tera. Voilà. Donc l'optimal, ça veut dire que c'est là où vous avez les meilleures performances. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a suffisamment de capacité disque pour monter jusque-là.
et malgré tout faire tourner la machine comme il faut. Mais les performances optimales sont ici. Avec des disques de 600 Go, on monte pratiquement à 6 Tera de volume utile, avec une compression de 3 pour 1, c'est-à-dire pour 3 octets raw data, on stocke dans la base cible, dans la table cible, un seul octet. Et ici, on peut monter donc en optimum 6 Tera, et le maximum, c'est 7,5 Tera. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est l'autre appliance avec son extension de disque. Vous voyez qu'on obtient ici, déjà, on peut monter au maximum à 14 Tera. Donc entre 7 et 14 Tera. Et puis au maximum entre 10 et 20 Tera. Mais à l'optimum, ça se situe entre 7 et 14 Tera. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc, le Business Data Warehouse Appliance, juste pour résumer, les deux appliances qu'on vient de voir, à quoi elles peuvent servir. Donc, la première chose, c'est aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est essayer de fédérer divers data marts qui existent aujourd'hui dans l'entreprise, qui rendent des services, qui sont très utiles, mais qui ne sont pas rafraîchis à la même fréquence partout. Et donc, c'est insupportable que d'avoir des dissensions ou des non-harmonisations dans les chiffres qui sont proposés au management. Donc, comme les gens veulent avoir une vision globale et consolidée, eh bien, ce type de système permet de fédérer de façon très simple un ensemble de data marts dans l'entreprise. On n'est pas obligé de casser les modèles de données pour autant. On peut très bien conserver plusieurs modèles de données. Simplement, ici, toutes les tables, elles seront rafraîchies. Toutes les tables équivalentes, qui ont la même destination, seront rafraîchies tout en même temps. Donc ça, c'est l'avantage. L'autre solution, c'est aussi utiliser cette appliance pour faire du hub and spoke. C'est-à-dire ici, au milieu, on y viendra tout à l'heure, un Enterprise Data Warehouse, donc une grosse machine qui peut stocker l'ensemble des informations de l'entreprise, plusieurs terras, voire plusieurs centaines de terabytes, et utiliser ces machines ici comme machines départementales. Mais ces machines départementales, elles sont toutes alimentées à partir d'une même machine centrale. Donc elles reçoivent toutes, à ce moment-là, un rafraîchissement dans la journée, dans les quelques heures qui suivent, avec le même niveau de données, le même niveau de détail et une vision cohérente de ce qui est distribué au travers de toute l'entreprise. Donc voilà, ce sont les deux destinations de ce type d'appliance entrée de gamme. Alors la dernière chose que l'on doit souligner, c'est pour le Business Data Warehouse Appliance, le BDWA. Eh bien, nous, HP, nous avons ajouté aussi un certain savoir-faire, puisque nous avons une division software chez HP. Et dans cette division software, nous avons aussi un ensemble d'outils à disposition. Et donc ici, on a mis en place ce qu'on appelle des Quick Development Tools et des Quick Installation Tool. Donc ici, le premier vous permet donc de très vite déployer une base de données très rapidement. Ici, lorsqu'on n'est pas un super expert d'un modèle de données, eh bien de vous aider à construire un modèle de données relativement simple et relativement facilement. Et donc, ce sont vraiment des outils graphiques qui sont très faciles à utiliser et qui ont en plus de l'assistance en ligne et qui vous permettent de vous assister. Voilà. Et ensuite, ici, on vous donne aussi un ensemble de reports, d'accord, qui peuvent s'afficher de façon graphique et qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe dans la machine en permanence. Donc, en fait, trois niveaux d'outils qui vous permettent donc de mettre en œuvre très rapidement ces machines, même si elles vous arrivent déjà pré-intégrées, pré-packagées, prêtes à l'emploi. Ici, on essaye de simplifier aussi donc, la mise en œuvre software derrière et l'implémentation de votre data warehouse ou de votre data mart. Donc on essaye de supprimer les complexités pour pouvoir fédérer plusieurs data mart, essayer de simplifier la fédération de N data mart. Voilà, donc je vais passer aux architectures donc moyen de gamme et haut de gamme. Donc ce dont je vous ai parlé à l'instant, donc c'était cette machine ici. Donc, je répète, elle est en deux modèles. Le premier modèle, il n'y a pas d'extension et on peut mettre aucune extension. Elle est vendue telle quelle. C'est le BDWA. Ou sinon, elle a comment dire,
elle a une représentation donc, dans la référence architecture, ici, où on peut faire une extension, et on a vu qu'elle pouvait monter entre 7 et 14 Tera, et au maximum entre 10 et 20 Tera. Donc maintenant, je vais vous parler donc, de ces 3 machines ici, de ces 3 appliances ici. Donc moyenne gamme, haut de gamme. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est ici, donc c'est le Basic Référence Architecture, qui est à base donc, de Proliant DL380. Donc j'imagine que pour les gens qui ont déjà aujourd'hui du HP chez eux, vous connaissez ce type de machine. Donc avec à bord donc, un processeur Intel Xeon X5680. Alors, ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'en haut, j'ai mis DL38X. Simplement, ici, je parle de microprocesseurs Intel. Si dans votre entreprise, vous avez fait le choix des processeurs AMD, les mêmes machines existent en déclinaison AMD. Bon, s'il y a des raisons, s'il y a des raisons budgétaires, par exemple, dans votre entreprise, en général, les processeurs AMD permettent d'avoir un meilleur coût. Donc sinon, c'est strictement les mêmes appliances. Donc ici, c'est une machine cadencée à environ 3,3 MHz avec 12 mégas de cache. D'accord. Et donc ce sont des processeurs. Donc il y a 2 processeurs à bord, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Vous voyez, les choses continuent. 6 cœurs, simplement le cadencement est plus important, le cache est plus important. Ici, tout à l'heure, vous voyez, on avait 2 drives qui étaient dédiés au système. Là, on a 3 drives, simplement. La RAM, vous voyez, pas de changement, 96 Go, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, vous vous souvenez, l'entrée de gamme, c'était 1 gigaoctet seconde. Ensuite, le DL370, c'était 1,8 gigaoctet seconde. Ici, on est dans toute la machine, on est à environ à 3,5 gigaoctet seconde de possibilité de traitement de l'information. Donc vous voyez, on monte de gamme et on monte en puissance et on monte en capacité de traitement. Voilà. Donc ici, en gros, on peut considérer qu'on fait environ 290 mégaoctets seconde. Donc une caractéristique, c'est que en fait, cette puissance intrinsèque, hein, le MCR par cœur, ici, est toujours de l'ordre situé entre 250 et 270 mégaoctets seconde. Bon, ici, le chiffre est un petit peu gros. Ce n'est pas qu'il est surestimé, ce sont des pointes. Mais en général, il se situe entre 250 et 270 gigaoctets seconde par cœur. Et ça reste une constante au travers de l'ensemble des machines que l'on vous propose Fast Track. Non, là, ça n'a rien à voir avec les disques. Hein. Là, c'est la quantité d'informations qu'on peut traiter par seconde, par cœur, CPU. D'accord ? Quel que soit le nombre de disques. D'accord ? Hein, s'il y a un seul disque qui peut fournir ce débit-là, ce n'est pas le nombre de disques qui est important. D'accord, ça, ici, ça mesure plus la capacité du débit I/O, d'accord, et du débit des bus, et de la capacité des CPU à traiter un ensemble d'informations par seconde. Voilà. Hein, ici, si un seul disque pouvait avoir ce débit-là, on aurait quand même ce débit par CPU. D'accord. Effectivement, pour atteindre ce débit, on a mis plusieurs disques, parce qu'un seul disque ne peut pas atteindre ça, on est bien d'accord. Mais ça a peut-être été fait que sur un disque, je ne sais pas. Donc comment est architecturé à l'intérieur? Donc ici, chaque carré rose ici représente donc une baie SAN. Donc ici, on n'est plus dans des disques internes. Hein, comme tout à l'heure, les 2 premières appliances. Mais ici, on est dans du SAN. Alors, ce n'est pas du SAN partageable, hein, c'est du SAN privé, hein, qui est dédié simplement à cette machine que je suis en train de vous présenter, bien évidemment. Mais ça reste du SAN. Donc ici, il y a 3 baies SAN. Dans chaque baie SAN, ici, donc on a 4 lunes. Et donc, vous voyez les débits par lune. Voilà. Et donc, vous avez 4 disques par lune. Pourquoi on appelle ça une balance architecture? Parce qu'ici, on a essayé de mettre le nombre de contrôleurs HBA le plus adéquat en fonction du nombre de baies SAN que l'on a mis en face. Donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner dans toute cette architecture. Hein, c'est simplement pour illustrer les propos qui étaient peut-être un peu théoriques au début, où on dit qu'on a passé beaucoup de temps à caractériser les workloads. Donc en fait, pour définir quelles sont les meilleures architectures matérielles, on a fait des benchmarks qui permettent de tester quelles sont les meilleures bandes passantes par rapport à la charge des disques. Et comment on répartit les disques par rapport aux lunes, etc.
Donc ici, comment sont répartis les disques à l'intérieur du DL380. Donc ici, cette fois, on va trouver 48 drives, 48 disques qui sont dédiés. Donc, je vais vous faire voir comment ils sont installés un peu plus tard dans une autre slide. Donc il y a 48 disques pour les user data. Donc toujours pareil, les disques sont de 300 ou 600 gigas. D'accord. Ici, il y a toujours aussi des disques dédiés pour les logs. D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on met à jour la base de données, d'accord, on est en mode transactionnel, on ouvre une transaction et il y a donc des redo logs. On stocke donc les images avant, les images après, pour que la base de données, même si c'est une base de données BI, elle reste cohérente. Il y a quand même des choses importantes en BI et la cohérence des données est importante. Donc s'il y a un problème de chargement, on va faire un rollback et on reviendra au dernier point de cohérence. Ici, il y a toujours une staging area. Donc vous voyez, les choses restent immuablement les mêmes. Simplement, le nombre de disques croît. Et ici, quelque chose qu'il n'y avait pas dans les deux appliances précédentes, c'est qu'ici, il y a des hot spares. Donc je vais vous faire voir comment ils sont architecturés. Donc ici, vous voyez les raw space, donc c'est sans compression. Ici, vous avez donc l'espace dédié pour lorsqu'on fait des agrégations. Donc lorsque vous faites des group by, des order by, SQL a besoin de place pour pouvoir effectuer des tris ou du hachage. Donc c'est ce qu'on appelle le TempDB. Le staging area, donc qui est plus grand que tout à l'heure, puisque là on arrive à pratiquement entre 500 gigas et 1 Tera, tout dépend des disques. Et puis ici donc les capacités optimales, donc avec des 300 gigas 10 Tera et 20 Tera. Donc vous voyez qu'on part au minimum. L'entrée de gamme précédente correspond à ça. Et ici on peut aller monter jusqu'à 16 Tera et voir jusqu'à 32 Tera avec de la compression toujours 3 pour 1. Donc le scan, tout à l'heure, vous avez vu, on était aux environs de 2 gigaoctets secondes, un petit peu plus. Et là, on est on était à 2,3, si je me souviens bien. Et donc là, on est à 2,8 gigaoctets secondes. Donc les disques, comment les disques sont organisés au travers. Donc vous voyez les différentes lunes. Donc vous voyez ici, il y a 12 lunes de 4 disques qui sont organisés. Ensuite, vous voyez les logs, donc les 2 lunes de logs. Et ici, vous voyez donc les disques de hotspare. Donc il y a 2 disques de hotspare par baie SAN. Et ici, vous avez la staging area qui est donc, elle, en RAID 5. Donc ceux-là, ils sont en RAID 10. Les logs, les datas sont en RAID 10 et le staging area est en RAID 5. Oui, allez-y. Non, c'est pas des disques SATA. Non, ce sont des disques SAS. Ah oui, il y a une nuance, il y a une nuance fondamentale. Les disques sont les mêmes, le RAID est le même. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez distingué TempDB de... Simplement pour vous donner l'espace qu'on conserve sur chaque disque pour le TempDB, oui, c'est tout. C'est juste à titre illustratif. C'est pour vous donner la quantité de... Mais effectivement, les TempDB, ils sont situés sur l'ensemble des disques user. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de limitation. Mais on vous dit la façon optimale dont nous, on a configuré ça. Voilà. C'est la façon optimale. Maintenant, il n'y a pas de limitation. On peut très bien faire plus. Mais on considère qu'avec ces espaces de données qu'on vous conseille, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais on peut toujours les accroître, bien évidemment. Ou même les rétrécir, bien évidemment. Tout dépend de la complexité des queries. Les TempDB, c'est essentiellement utilisé dans les agrégats. Vous êtes d'accord ? C'est essentiellement ça. Dès que vous avez du hachage à faire, dès que vous avez des group by, dès que vous avez des order by, d'accord ? Voilà, dès que vous avez des queries imbriquées, lorsque vous avez 7 ou 8 niveaux d'imbrication de queries les unes dans les autres, parce que vous faites des inner joints, d'accord, ou des right-outer joints, d'accord, le TempDB va être appelé. Donc en fait, la capacité de la TempDB va simplement dépendre de la quantité de manipulés dans les order by, les group by, etc.
Et puis aussi, c'est aussi fonction d'une chose aussi qui est importante, c'est à quel moment vous faites l'order by ou le group by. Il est bien évident que ce qui est très très conseillé, même si ici vous êtes sur des machines SMP, c'est d'essayer de repousser le plus tard possible les order by et les group by. Parce que sinon, on perd énormément de temps. Et on utilise aussi beaucoup de la TempDB, puisque si on a des jointures internes qui ont besoin d'être triées avant d'être utilisées par la jointure externe, ça prend aussi beaucoup de place. Donc ensuite, la machine suivante. La machine suivante, donc je viens de parler du DL380, donc là c'est le DL580. Donc le DL580 ici, la grosse différence, c'est le nombre de cœurs. Donc ce sont des machines avec des CPU qui ont 8 cœurs, d'accord, et le DL580 a 4 processeurs 8 cœurs, donc au total 32 cœurs. Donc on passe de 12 cœurs, on avait vu 2 x 6 tout à l'heure, à maintenant 4 x 8, donc 32 cœurs. Donc cadencé à 2,26 GHz avec 24 MB de cache. Tout à l'heure, on n'en avait pas autant. Donc ici, vous voyez des choses qui sont immuables, les 3 disques système. Ici, on a 192 Go par défaut et on peut monter à 1 Tera de mémoire. Donc ça, c'est très important. Et puis au niveau du débit de la machine, donc en moyenne, on est aux environs de 3,5 gigaoctets secondes. Ici, on peut monter à des pointes avec ce type de machine à plus de 7 gigaoctets secondes. Donc là, ça en fait une machine particulièrement attractive lorsqu'on commence à avoir des requêtes fort complexes à faire sur des grosses quantités de mémoire et aussi lorsqu'on n'a pas obligatoirement un modèle de données en étoile. Lorsqu'on a un modèle de données relationnel, à ce moment-là, on va avoir beaucoup plus de tables à joindre. Et donc là, on va pouvoir, de façon plus simple, plus efficace, je n'ai pas dit plus simple, mais plus efficace, faire de nombreuses jointures. Sur le DL580, en fait, si vous connaissez bien HP, vous savez qu'aujourd'hui, HP passe en génération 8, donc en G8. Et typiquement, sur le DL580 G8, on gagne 40%. Là, on prend le serveur MCR. Le max 7,5, on passe à 12 gigaoctets secondes. Voilà, c'est le DL580 des générations 8 vient de sortir. Il va être implémenté parce qu'aujourd'hui, ce système-là, faut être très rapide si vous le voulez, mais ça n'a aucun sens parce qu'il y a le 12 Go qui vient d'arriver. Donc tous les systèmes fast track vont monter en nouvelle génération et vous allez avoir un gain entre 30 et 45% sur tous les systèmes. Donc comment se présentent les disques? Eh bien ici vous voyez qu'on va avoir 6 bêtes disques, d'accord, au lieu de 3 tout à l'heure. On a toujours 4 lunes par BESAN, d'accord, et ici donc au lieu de 3 on a 5 HBA, donc des HBA dual ported évidemment comme tout à l'heure. Donc voilà comment se présente l'architecture des disques. Je vais y revenir dans le détail. Ensuite, les disques qui sont répartis comment? Donc là, maintenant, on a 96 drives pour les données user, 12 drives pour les logs, donc vous allez voir comment ils se répartissent, 6 drives pour le staging area, et on trouvera 12 disques de hot spare en cas de défaillance. Donc ici, on va entre 20 TB et 40 TB au niveau des tailles optimales, les tailles maximum variant entre 31 Tera et 62 Tera. Donc ici, le logical scan, donc ici on parle plutôt en scan rate, donc 5,5 mégaoctets seconde, donc c'est quand même important. Et puis, alors, le logical scan tient compte évidemment de ce qu'il y a déjà dans les caches et de ce qu'on lit sur disque. Ici, la différence, c'est lorsque tous les disques se mettent à lire, c'est la capacité maximum de lecture que la machine peut absorber. Donc, sachant que dans la BI, on fait énormément de scans séquentiels. Donc, c'est pour ça qu'on parle non pas en IOPS, mais en mégabytes par seconde de scan. Donc, comment se présentent les disques, le layout des disques dans les baies. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les 6 baies SAN. Donc ici, vous retrouvez, comme tout à l'heure, les user data.
Ici, les logs. Donc ici, on en avait 2, maintenant on a 3 logs. Ici, on a donc tout ça, ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des lunes en RAID 10. Et le staging area qui est ici, il est en RAID 5. Et ici, on a donc 2 disques de hot spare par BESAN. Donc ensuite, l'autre machine, donc la dernière machine la plus haut de gamme, donc le DL980. En fait, un DL980, c'est jamais que 2 DL580 que je vous ai présenté, que je viens de vous présenter. Donc ici, au lieu de 32 cœurs, on en trouve 64, mais les processeurs sont strictement les mêmes. D'accord ? Ici, la différence, c'est qu'on allait jusqu'à 1 Tera de mémoire, et ici, on peut aller jusqu'à 2 Tera de mémoire avec ce type de machine. Voilà. Et ici, vous voyez, on est à 14 gigas. On est à 14 gigaoctets secondes par cœur. Donc comment se présente le layout? Ben, voilà, il se présente à peu près la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, toujours avec des disques 300 ou 600 gigas. Voilà, il y a juste le nombre de drives qui change, puisque maintenant le nombre de drives user data, on est à près de 200 drives pour les user data. Voilà. Et tout est multiplié par 2, puisqu'entre le 580 et le 980, en fait, le 980, c'est 2 580. Voilà, donc voilà comment se présente le layout des disques. Donc ici, on a 12 baies au lieu de 6 baies. Voilà comment ça se présente. Voilà, j'ai fait le tour des appliances. Des appliances data warehouse. Donc ce que je voudrais attaquer maintenant, c'est simplement... rapidement, donc ça vous allez avoir une présentation tout à l'heure, donc je vais en parler, j'en parlerai pas trop. Donc ici c'est l'Enterprise Data Warehouse. Donc par rapport à ce que je viens de vous présenter, la différence majeure avec cette nouvelle solution, c'est que cette solution est non pas basée sur une architecture SMP, mais sur une architecture massivement parallèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous avez un ensemble de machines, et chaque machine est en charge d'un certain nombre de disques, d'accord, et il n'y a aucun partage de données. Donc cette machine ici n'accède qu'à ces disques ici et qu'aux données qui sont sur ces disques ici. Voilà. Donc ici, lorsqu'une query va arriver, la query, on va lui présenter un plan d'accès qui permet de faire un accès parallèle à l'ensemble des disques, et la query va s'exécuter au travers de l'ensemble de ces nœuds qu'on appelle des compute nodes, et chaque compute node va accéder à ces disques et uniquement à ces disques. Voilà. Ça, c'est la grande différence. Donc, pour les gens qui connaissent déjà le massivement parallèle, c'est la différence majeure. Donc ici, cette machine, cette solution dispose donc de contrôleurs, de serveurs qui permettent donc les connexions ODBC, JDBC, .NET, etc. Ici, 2 machines qui permettent donc le management de l'ensemble de tout ça, donc de permettre de faire de l'application des patchs, etc. Ici, le landing zone, donc ici, c'est l'ETL. Donc c'est tout ce qui concerne donc toutes les données qui sont en provenance d'un ETL, SSIS, Integration Services, vont arriver ici et ensuite vont être chargées en parallèle sur l'ensemble des disques qui sont là. Ça c'est important. Il y a une parallélisation même au chargement. Et puis ici, vous avez une appliance de backup qui vous permet de vous interfacer donc avec des librairies de stockage que vous avez. Alors, on va y venir dans les détails tout à l'heure avec Olivier qui nous a rejoint. En revanche, les 15 minutes de problématiques techniques ne nous permettent plus de rentrer trop dans le détail maintenant. On va passer à la Business Decision Appliance et après on conclura. Voilà. Donc le dernier aspect ici qui est important, c'est pour l'instant on s'est focalisé donc sur toute la partie gestion de l'information au niveau du data warehouse ou du data mart ou des data mart. Tout dépend dans la gamme où l'on était. Ici, maintenant, quelque chose qui a son importance, c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans mes données, qu'est-ce que je peux extraire de mes données et qu'est-ce que je peux en faire de toutes ces données. Donc c'est toute la partie génération de rapports et analyse de la donnée. Donc ici, une des choses essentielles qu'on essaye de faire avec cette appliance, c'est 2 choses. C'est de répondre aux besoins de simplification, ne plus avoir besoin de l'informatique pour pouvoir faire des requêtes SQL, d'accord, qu'on puisse fournir aux gens les moyens de faire facilement des requêtes SQL. D'autre part aussi,
comme je le disais tout à l'heure, les rapports qui peuvent être présentés lors d'une réunion, des fois, ils ont des chiffres divergents. Donc les chiffres peuvent diverger pour deux raisons particulières. La première, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un problème de rafraîchissement. Mais la deuxième aussi, c'est parce que chacun développe sa requête SQL. Donc chacun développant sa requête SQL, personne développe 2 fois la même requête pour les mêmes chiffres. Et donc, en fait, on arrive à des chiffres divergents. Donc l'idée, c'est d'économiser du temps et du manpower. Et les requêtes les plus utilisées, notamment toutes les requêtes qui sont des tableaux de bord, c'est les développer une fois pour toutes, d'accord, et à intervalles réguliers qui soient exécutés au travers d'une appliance. Et ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième point important, c'est de pouvoir diffuser ces données. Donc, les gens, au lieu de passer leur temps à faire du SQL et faire de l'informatique, ils passent leur temps à faire de l'analyse des données et de l'analyse de reports. C'est là où est la valeur de l'entreprise. Donc ici, le but, c'est d'avoir les requêtes les plus souvent utilisées, prédéfinies une fois pour toutes, de les faire exécuter plusieurs fois par jour s'il le faut, et en plus de ça, de publier les résultats pour l'ensemble de l'entreprise et que les gens arrêtent de développer chacun dans son coin sa requête SQL. Donc c'est le but même de ça. Donc le Pliance ici, je n'ai pas une photo, mais ça se présente sous c'est un petit serveur 1U, un DL360. Donc le but, c'est d'automatiser donc les requêtes SQL, d'automatiser aussi toute son installation. Son installation est extrêmement simple, en 15 minutes, ça peut être fait. Donc nous, HP, nous chargeons tous les logiciels nécessaires, donc Microsoft SQL, Power Pivot, etc. Tout est sur cette appliance. Simplement, vous devez acheter les licences et au démarrage à l'installation dans le Wizard, on vous demande de rentrer les numéros de licence. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est de simplifier donc le développement des requêtes SQL, d'essayer de publier au maximum les reports et que tout le monde puisse partager dans l'entreprise pour une meilleure efficacité et se partage l'ensemble des informations générées par ces reports pour que la valeur soit dans l'analyse des reports et non pas dans la fabrication de requêtes SQL. Voilà, j'en aurais fini pour cette présentation. Alors, en conclusion, en fait, vous l'aurez compris, si vous êtes déjà en HP et si vous avez ce type de besoin, vous avez tout à gagner. Je dirais même que c'est certain, il n'y a pas débat, c'est facile. Vous gagnez ces fameux avantages liés au système d'appliance ou au fast track. Si jamais on va dire la rigidité des appliances vous gêne, il y a automatiquement la version en architecture des références qui est plus ouverte. Si ce n'est que le delta, c'est qu'il n'y a pas les softs qui vous aident à faire l'implémentation. Mais ce que HP Service sait très bien faire de son côté. Donc à partir de là, nous, on s'étonne nous-mêmes que par rapport à certains clients qui sont autres constructeurs et qui n'ont absolument rien d'HP, sont prêts justement à se lancer sur ce type d'appliance et d'architecture de référence et de casser leur homogénéité justement pour tous les avantages qu'on vient de citer aujourd'hui. Ça, c'était sur l'overview général sur I2A. Il y a 2 autres présentations qui vont venir. C'est celle qui va venir tout de suite derrière avec Olivier, c'est sur le Parallel Data Warehouse, le massivement parallèle processing. Il faut savoir que c'est la réponse justement au big data dont tout le monde entend parler en ce moment. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Et la deuxième session qui interviendra après, ce sera sur la database consolidation. On n'a pas le temps d'en parler tout de suite, mais le principe c'est que beaucoup de clients ont entre 20 et 200 instances SQL, un petit peu partout, que ce soit un groupe ou une multinationale. Le principe, c'est qu'on peut mettre tous ces systèmes sur une seule machine, sur une seule appliance, ou en version, encore une fois, fast track en plus ouvert. Et ça vous permet de transformer de 30 machines physiques ou voire 200 machines physiques sur un seul système, en gardant toute la sécurité et le plan de continuité au sein du même système. Et donc d'économiser en termes de maintenance, en termes de coûts de support, et ainsi qu'en termes de tout ce qui est consommation. Et on vous présentera justement dans la 3e session quels sont ces avantages. Maintenant justement, voilà la conclusion. Moi ce que j'aimerais bien avoir de votre tour, c'est éventuellement quels sont les points positifs et les points négatifs que vous avez vus dans les équipements qu'on vous a présentés. On peut peut-être commencer par les points négatifs. Est-ce que vous avez vu certaines choses qui ne conviendraient pas à vos besoins, justement dans le domaine du data warehouse ou dans la BI? D'accord. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est oui ou non, ou si vous n'osez pas poser la question, mais l'idée, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Notamment mon poste, le fait d'appartenir aux 2 sociétés, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est lancé maintenant en France depuis 7 mois. Depuis 7 mois, c'est live.
Maintenant, les références sont en train de s'accumuler parce qu'on joue autant sur les avantages et les atouts de Microsoft que ceux d'HP pour créer justement ces systèmes et les garantir. Et donc, on garantit les performances derrière et on sait gérer des solutions clés en main, mais on sait aussi gérer des projets clés en main jusqu'à l'intégration fonctionnelle, que ce soit avec nos partenaires ou en interne. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Francis ? On peut simplement, si on a un petit peu de temps, on peut parler de deux choses qui nous semblent importantes. Si vous le voulez bien, c'est simplement au niveau des services. Donc si dans votre entreprise ou ailleurs, vous avez une refonte à faire, c'est ce qui me semble important au niveau d'une refonte, c'est déjà une espèce de stratégie, comment s'y prendre. On a vu que tout à l'heure, les données appartiennent à l'OLTP. Et c'est grâce aux données OLTP qu'on peut alimenter un data warehouse ou un data mart. Donc une des premières des choses, c'est la gouvernance. C'est à qui appartiennent les données. Ça, c'est dans une entreprise. Au niveau de l'OLTP, si vous êtes BI, vous arrivez, vous dites, voilà, j'ai besoin de telle et telle information pour monter un data mart ou un data warehouse. Il va y avoir des réticences énormes. Les gens vont dire, oui, mais c'est secret, c'est machin, ça appartient à telle entité, ça appartient à la compta, etc. Donc ici, il y a une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est mettre une gouvernance en place, c'est-à-dire qu'en général, ça va être un directeur qui va être en charge de faire, de mettre de l'huile dans les rouages, d'accord, entre les différentes entités de l'entreprise et définir à qui appartiennent les données et comment ces données doivent être prises. Si elles doivent être encryptées, elles seront encryptées parce qu'elles sont peut-être confidentielles. Peut-être que la colonne, elle n'est pas visible par tout le monde, il va falloir mettre des privilèges sur la colonne, etc. Mais ça va être un problème de gouvernance. Et ça, c'est la première chose, c'est localiser les données, à qui appartiennent les données, comment je peux les extraire et quelles sont les sécurités que je dois mettre dessus. La deuxième chose aussi, après, souvent, c'est le master data management. C'est-à-dire qu'en fait, dans une entreprise, un client, eh bien, à la comptabilité, à la facturation et au règlement, et puis au marketing, un client, ça n'a pas le même visage. Il y a même bien souvent un client, des fois, il a un numéro d'identifiant au marketing et il en a un autre à la compta. Donc ici, il va falloir essayer de faire une synthèse de tout ça pour pouvoir avoir une vision cohérente et unifiée à l'intérieur de la BI. Sinon, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Donc le client Dupont ou Durand, il va falloir qu'il ait un identifiant commun. Peut-être que ça sera un troisième identifiant qui appartiendra à la BI, quelque chose comme ça. Donc le Master Data Management, ça va consister à essayer de faire une espèce d'inventaire à l'intérieur de ces données et d'essayer d'unifier les données au travers d'un point de vue horizontal dans l'entreprise. Ensuite, ça vient plus tard. Bien souvent, on peut construire un data warehouse ou un data mart, mais à un moment donné, va se poser la question de la qualité de l'information. D'accord ? Donc, par exemple, la ville Épinay, vous avez Épinay-sur-Seine, vous avez Épinay-sur-Orge, vous avez Épinay sous Sénart, etc. Donc ici, bien souvent, les codes postaux, ils ne correspondent pas aux villes. C'est un détail, il y en a bien d'autres comme ça, mais voilà. D'accord ? Ou par exemple, la qualité des données, je vais vous en donner d'autres exemples, c'est sur une palette camion, on peut monter, j'en sais rien, moi, 250 bouteilles, alors que partout, eh bien, par exemple, on en a mis que 125. Donc pourquoi, comment? Mais on n'empêche que lorsqu'on fait de la BI, si le nombre de bouteilles n'est pas le bon sur le nombre de palettes, eh bien la quantité vendue, elle n'est pas bonne dans la BI, quoi. Voilà. Donc ici, ça va être une harmonisation de la qualité de l'information. Et ça, c'est quand même quelque chose en général qui vient assez tard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe à faire. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on a au moins au bout de 24 ou 36 mois dans une entreprise, lorsqu'on a de la BI, un data warehouse ou un data mart en œuvre, très rapidement, on va commencer à se poser la question de la qualité de l'information. Voilà. Et puis, évidemment, au bout du spectre, après, il y a en permanence le tuning de l'information. Et donc, je voulais simplement terminer là-dessus. C'est au niveau du support des appliances que je vous ai présenté. Donc, le support... Un des avantages de ces appliances aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle un guichet unique. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous choisissez le support soit chez Microsoft, soit chez HP, soit chez HP, soit chez Microsoft, dans le sens où vous voulez, d'accord? Et que vous avez un guichet unique, comme l'a dit Jean-Philippe au début de la présentation, c'est-à-dire que quel que soit le type de problème que vous rencontrez, matériel, logiciel, etc., où vous ne comprenez pas d'où ça vient, vous appelez là où vous avez souscrit
votre support. Et ensuite, que ce soit Microsoft ou HP, que le problème soit matériel ou logiciel, on trouvera toujours, et pour vous, vous avez qu'un interlocuteur unique qui gère le ticket de problème. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Donc, je ne vais pas détailler les niveaux de service. Je pense qu'on n'est pas là pour ça, on n'en est pas à ce stade-là. Mais ce qui me semble important de souligner, c'est le fait que ce guichet unique, ça simplifie aussi énormément les choses. Donc d'un côté, on a pris, entre Microsoft et nous, on s'est mis d'accord sur une intégration. Donc au niveau de la livraison, vous avez une livraison cohérente, terminée, prétestée, etc. Et au niveau du support, c'est pareil. Il y a une vision cohérente du support. On en choisit l'un ou l'autre. Il n'y a pas besoin de choisir les deux, d'accord ? Et celui que vous avez choisi devient votre interlocuteur unique. Voilà. Donc j'en terminerai là-dessus. Si vous avez des questions à poser sur les appliances, sur le parallèle Data Warehouse, j'en ai pas parlé beaucoup parce qu'il va y avoir une session consacrée à ça entièrement. Et donc, on va vous en parler dans le détail. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à venir me voir.